Nous sommes au département d'art graphique du Centre Pompidou. Le conservateur Bruno Godichon prépare une exposition sur Marc Chagall et la musique. Il vient choisir des dessins pour illustrer les racines musicales de l'œuvre du peintre. Et en fait, pareil, ce que moi j'avais pas vu que le dessin. Le collage. Ouais, qu'il y avait un collage. Oui. Mais des couleurs extrêmement vives. Ce qui est évidemment intéressant, c'est l'univers de la synagogue et où on a à la fois la question de la musique avec le shofar, qui est l'instrument traditionnel, mais également la question de la voix avec le récitant qui est ici et qui, en plus, avec le côté un peu heurté chromatiquement, crée un rythme très particulier. Ce dessin est une des nombreuses œuvres qui illustrent le rapport intime de Chagall avec la musique. Il est un des artistes les plus prolifiques du XXe siècle et a travaillé pendant pas moins de 80 ans. Quand on pense Chagall, on pense d'abord à ses représentations d'amoureux dans le ciel, de monuments de Paris, d'animaux réels ou imaginaires, ou encore aux bouquets colorés et aux scènes bibliques. Mais il y a un motif qui traverse l'ensemble de son œuvre, c'est la musique. Violonistes, orchestres, instruments à vent se retrouvent dans de nombreuses créations. La musique est un fil qui court tout l'œuvre de Chagall. C'est sans doute une des techniques artistiques qu'il a connues en premier à Vitebsk, parce que la question de la musique, justement, est importante chez les Hassidiques et la communauté juive à laquelle appartient Chagall dans son enfance. Et on se rend compte, au-delà d'une iconographie un peu rapidement regardée, que c'est vraiment un sujet à la fois évident et qui permet aussi une relecture très nouvelle de l'œuvre, parce qu'on peut sortir de ce côté purement iconographique pour se rendre compte que cette question de la musique rentre au fond de l'œuvre. Chagall naît en 1887 à Vitebsk, au sein d'une des plus grandes communautés juives de Russie. Aîné de 9 enfants, il grandit dans une famille modeste, entourée de personnages qui réapparaissent dans toute son œuvre. Évidemment, la question des racines est fondamentale. C'est là que naissent ces archétypes qui vont ensuite occuper Chagall pendant toute sa vie. La plupart des personnages qu'on voit dans les œuvres de Chagall, ils apparaissent déjà dans le cadre de l'enfance à Vitebsk. Le musicien, qui est souvent un violoniste, parce que c'est effectivement l'instrument qu'il a sans doute vu le plus dans son enfance. Mais il y a également les rites, et singulièrement un des rites fondamentaux, qui est le rite du mariage. Chagall va le peindre très souvent. Et la question de la musique est fondamentale dans le rythme même du mariage, et l'accompagnement par l'orchestre. La première musique que Chagall entend est celle des musiciens klezmer, ces interprètes itinérants qui accompagnent les grandes fêtes juives en Europe de l'Est. Et toutes les semaines, ce sont les chants rituels de la synagogue qui ponctuent son quotidien. Nous sommes au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique, où une rétrospective sur Chagall est en cours de montage. Avec l'autre là, le plus haut. Mérette Meyer est une des petites filles du peintre. Elle participe aujourd'hui à l'accrochage d'œuvres décisives. Celle réalisée pour le Théâtre d'art juif de Moscou en 1920. Chagall a alors 33 ans. Cette commande est son premier travail pour le monde du spectacle. Le théâtre est installé dans le salon d'un appartement bourgeois où peuvent se tenir 80 spectateurs.
On l'appelle la boîte Chagall, car il en décore les 4 murs et même le plafond. Il habille une boîte, un espace confiné de messages représentant l'art total, les 4 arts qui sont représentés par la musique, la danse, le théâtre et la littérature. Et on a l'impression que déjà il est habité par une envie d'utiliser la couleur comme un compositeur compose de la musique. Donc pas d'une manière uniforme, mais en dissonance, en mettant de la couleur à droite. Et donc bien entendu, il y aura un équilibre ou un déséquilibre qui va se créer. C'est en fait toute la composition qui doit refléter la musique. C'est pas uniquement le petit violon. Sur le mur d'en face, l'introduction au théâtre d'art juif. Sur 4 mètres de long, Chagall emmène ses personnages dans une farandole. Les musiciens, bien sûr, auxquels viennent s'ajouter des acrobates. Le tout dans le style suprématiste de l'époque, couleurs franches, formes géométriques et composition rythmée. Selon les époques, Chagall donne un sens différent aux représentations qu'il fait de la musique. En 1933, par exemple, il commence La chute de l'ange. Le tableau reflète les persécutions dont est victime le peuple juif. Le violon est toujours présent, mais ici, il n'est plus symbole de fête. Le violon est l'instrument qui accompagne le juif errant. Il prend une place très emblématique et centrale dans ce tableau autour de la chute de l'ange en rouge. Il reflète tout le drame qui se pose, que Chagall a commencé à représenter à partir de 1923, dès les premières manifestations d'antisémitisme en Allemagne. Donc ça prouve aussi à quel point ce sujet qui est dans le mouvement et la turbulence et le bouleversement du monde, dans lequel l'instrument joue un rôle étant donné qu'il accompagne ceux qui doivent fuir, a été au centre même de ses préoccupations picturales. En 1941, Chagall fuit la France, où il vit depuis près de 20 ans, pour échapper aux persécutions antisémites, et part pour New York. En exil, il rencontre de nombreux artistes, comme Léonid Massine. L'ancien chorégraphe et danseur des ballets russes lui propose de créer ensemble un ballet. Aleko, inspiré d'un poème de Pouchkine sur une musique de Tchaïkovski. Dans des proportions monumentales, Chagall peint son univers onirique, mais également sa patrie d'origine, comme sur le décor du final, où il représente Saint-Pétersbourg. À Bruxelles, des pièces étonnantes sont en cours de déballage. Les costumes d'origine du ballet Aleko. Plus de 70 ans après leur apparition sur scène, ils sont un témoignage précieux et fragile du travail du maître. Ici, vous avez de la peinture qui risque de craquer, car ce n'est pas souple, donc il faut les manipuler avec grand soin. Ces costumes avaient disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été retrouvés par hasard en 1991, chez des propriétaires privés. C'est Martha Elion qui les a sauvés de la destruction. Pendant 2 ans, elle a reconstitué chaque pièce, une à une. Aujourd'hui, elle est la seule à pouvoir les manipuler à chaque exposition. Quand on les a retrouvés, les voir en si mauvais état, et ensuite de voir ce qu'ils redevenaient, c'était comme de leur redonner vie. Give them life again, no? Before, when they were in the other
Avant, c'était des dépouilles sans vie. Maintenant, ils sont juste endormis. Une des pièces les plus remarquables, c'est cette robe de gitane. Pour Martha, elle en dit long sur le travail de Marc Chagall et de sa femme Bella, avec laquelle il réalise les costumes. Avec sa femme Bella, ils avaient une très bonne connaissance de la structure et de la qualité des tissus. Par exemple, là au-dessus, c'est orange. Là, c'est un voile de coton jaune. Là aussi. Et là, il refait en couleur orange. Peut-être qu'il a teint ce tissu. Tout ça pour donner encore plus de transparence et de volume sur le dessus. Sur scène, ça fait vraiment toute la différence. Si vous regardez les dessins et les costumes, c'est la même chose. C'est comme s'ils flottaient. Le couple Chagall conçoit ainsi 70 costumes. Mais le peintre réalise également les 4 toiles de fond et s'implique jusque dans la chorégraphie. Tout le passionne. La danse, la musique, les décors. La scène lui offre une 3e dimension où les personnages de ses tableaux s'élancent en dansant. Voici les antennes de la chauve-souris. Je ne savais pas qu'elles avaient des antennes, mais celle-ci en a. Quand Chagall ne trouve pas les bons tissus, il peint directement sur la matière. Chacun de ces costumes est une œuvre d'art originale de l'artiste, comme la cape de la chauve-souris du ballet. Il savait exactement ce qu'il voulait exprimer avec ses nervures. Cela permet de faire passer la lumière à travers, mais aussi avec la réflexion et la transparence, on découvre le bleuté et le rougeâtre des veines. Comme dans toutes ses œuvres, Marc Chagall glisse des images issues de sa jeunesse. Ici, un clown violoniste, avec son instrument intégré au bras. Un personnage que Chagall a souvent dessiné. Au Théâtre des Beaux-Arts de Mexico, la première rencontre un succès immense en 1942. 3 ans plus tard, le célèbre Georges Balanchine, fondateur du New York City Ballet, commande à Chagall les décors et costumes pour le ballet L'Oiseau de Feu, inspiré d'un conte populaire russe. Ambre Gauthier est commissaire d'une exposition Chagall et la musique à la Philharmonie de Paris. Ici, nous avons toute une série de maquettes de costumes pour le ballet L'Oiseau de Feu que Chagall réalise à New York en 1945. Ici, nous avons un costume pour une danseuse du ballet de L'Oiseau de Feu qui est particulièrement intéressant parce que c'est un mélange de 2 influences qui vont être récurrentes et très importantes pour l'artiste. Nous avons une association d'un mouvement très léger avec un graphisme bleu qui est sur fond floral, qui évoque les ballets russes et qui évoque notamment le travail de Léon Bakst.
Léon Bakst a été le professeur de Chagall en Russie. Mais surtout, il a dessiné des costumes pour l'Oiseau de Feu lors de la création du ballet en 1910 à Paris, avec la légendaire compagnie des ballets russes. Mais Chagall s'inspire aussi de son expérience toute récente. Pour le haut du personnage, donc avec un masque, on est sur des inspirations qui sont beaucoup plus liées à l'expérience mexicaine. Chagall réalise un voyage en 1942 à Mexico où il découvre l'art des cachinas, donc qui sont des poupées qui sont liées à des rites de danse, des rites spirituels et qui vont influencer sa création pour ce ballet. Aujourd'hui encore, le ballet fait partie du répertoire du New York City Ballet, dans les costumes de Chagall, réédités en 1970. Pour Chagall, l'Oiseau de Feu est une nouvelle étape vers un art total. Ce qui comptait essentiellement pour lui, c'était d'arriver à constituer un univers. C'était l'interaction entre des danseurs qui réalisaient des mouvements, une musique qui habitait l'espace, à la fois sonore et l'espace architectural, et en même temps des créations plastiques incarnées par les décors, donc les rideaux de scène et les décors de fond, et les costumes. Pour la première fois, Chagall travaille avec un compositeur vivant, Igor Stravinsky. Le peintre écoute sa musique en boucle dans son atelier. Pour lui, le maître mot, c'est la couleur. Il dit « J'ai voulu pénétrer dans l'Oiseau de Feu et à l'écho sans les illustrer. Je ne cherche à rien représenter. Je veux que la couleur joue et parle seule. » En 1948, Chagall revient définitivement à Paris, sa patrie d'adoption. Il a alors 59 ans, sa notoriété est internationale. Il a déjà eu une première rétrospective dans la capitale. Il retrouve un ami de longue date, André Malraux, qui deviendra ministre des Affaires culturelles 10 ans plus tard. C'est lui qui va offrir à Marc Chagall une opportunité formidable pour ce mélomane amoureux de Paris. Refaire un plafond pour l'Opéra Garnier, le temple de la musique. En 1964, Marc Chagall se lance dans cette folle entreprise. Peindre 220 mètres carrés de toile pour couronner la salle mythique. Il en fait un hommage au plus grand compositeur de ballet et d'opéra, en même temps qu'une déclaration d'amour à ses œuvres favorites. Chagall trouve à l'Opéra de Paris, en peignant ce plafond, l'occasion absolument merveilleuse de convoquer les musiciens qu'il a toujours aimés, la musique qu'il a accompagnée toute sa vie dans son travail et aussi certainement dans ses plaisirs. Chagall est un familier des salles de concert et d'opéra. Et il va donc installer dans cet univers lyrique qui est celui du plafond, lyrique à bien des titres, des musiciens comme Mozart, qui est certainement pour lui une véritable idole. Il va y installer la musique française, ça c'est très important, Debussy, Ravel. Je citerai bien entendu les compositeurs russes, ceux pour lesquels d'ailleurs il a travaillé, comme Tchaïkovski. Il va y installer Moussorski, dont Boris Godounov est un des grands opéras russes. Et puis Stravinsky, avec lequel d'ailleurs il avait collaboré pour la mise en scène de l'Oiseau de Feu en 1945. Marc Chagall représente ainsi 14 compositeurs du répertoire de l'opéra. Dès le début, c'est un immense défi. Être à la hauteur de ces deux passions, Paris et la musique. Je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui, j'étais ébloui, c'était formidable. Et j'ai pensé quoi faire, comment faire.
Vous comprenez? Vous savez comment ça se fait? Et à un moment donné, vous avez tout de même décidé... Oui, j'ai été très tourmenté et à la fin du compte, ma femme me dit, écoute, assez, c'est tourmenté. Fais des esquisses, peut-être que ça sortira rien ou ça sortira quelque chose. Si ça sort quelque chose, tu montrera oui ou non. Oui ou non. Eh bien, voilà, je fais des... Ici, vous voyez seulement 3, mais il y a des dizaines de dessins de maquettes. Qui travaillait simultanément sur plein d'esquisses, des petites esquisses, donc on imagine, c'est un petit cercle, et il distribue des couleurs, des pastels pour voir l'équilibre des couleurs. Et il place des figures aussi bien qu'il place des taches de couleurs. Chaque petite touche devient une écriture musicale, une écriture qui signifie ensuite le mouvement que les figures plastiques peuvent produire in fine sur le plafond de l'opéra. Ce qui est important, c'est vraiment la synchronicité entre toutes les formes, tous ces compositeurs, tous ces opéras, toutes ces musiques. Et c'est grâce à ce chapeau qui bénit qu'on est encore plus enchanté par ce qu'on est en train d'entendre et de voir. Le pianiste russe Mikhail Rudi est un admirateur de Marc Chagall depuis qu'il a découvert le plafond de l'Opéra Garnier dans sa jeunesse. Cet hommage du peintre à la musique va changer sa vie. Moi, je vivais à Donetsk, en Union soviétique. Je ne connaissais même pas le nom de Chagall. Tout était interdit. Et la première œuvre que j'ai vue de Chagall, c'était effectivement la reproduction de plafond dans un magazine d'art de Yougoslavie. Et quand j'ai vu, je suis devenu fou. J'ai jamais vu une œuvre aussi musicale. J'ai rien vu pareil. Et j'ai pas pu m'empêcher. J'ai découpé cette reproduction. Je l'ai mis au mur. J'ai pris les partitions des œuvres qui étaient indiquées et j'ai commencé à jouer l'Orphée Eurydice. Par exemple, je prenais ça, je mettais. Là, j'ai commencé à jouer. Une des premières choses que je voulais voir quand je suis parti en Occident, c'est le plafond de l'opéra. Donc, je n'étais pas déçu, j'étais absolument subjugué par l'équilibre des couleurs, qui pour lui, les couleurs jouent un rôle de tonalité. Le mélange de couleurs, souvent, c'est la modulation entre différentes harmonies. C'est à peu près le travail qui est proche du travail d'un compositeur. Pour Mikhail Rudi, Marc Chagall, comme un compositeur, établit les tonalités, puis les harmonies entre les formes, et finalement les variations sur un thème, comme celui du couple. Prenons par exemple en couleur verte. Là, il y a le Tristan et Isolde de Wagner et Roméo et Juliette de Berlioz. Il prend par exemple ce Tristan et Isolde, qui sont tout à fait dans un coin, et après, il commence à ajouter des différentes couples. Le plus grand, c'est le couple qui vole de Roméo et Juliette de Berlioz. Mais à côté, il y a un couple qui part, il y a un autre couple qui est allongé. Il y a un couple qui est dans un médaillon qui est un peu rappel des camélias antiques. Et moi, ça me fait penser un peu au travail de Wagner, par exemple, dans la dernière scène de Tristan et Isolde, comment Wagner prend ce qu'il appelle leitmotiv, un thème, et il le fait moduler dans différentes tonalités, par exemple, je ne sais pas.
Michael Rudi a créé un spectacle, La couleur des sons. Des esquisses du plafond de l'opéra entrent en mouvement au rythme des musiques des compositeurs représentés sur la toile monumentale. Le film est projeté, accompagné par le jeu du pianiste. Un hommage au plus mélomane des peintres. Il y a une osmose entre ce qu'on voit sur scène et le plafond qui est absolument incroyable. C'est la volonté de Chagall quand il a fait les décors pour le théâtre juif début des années 20. Il voulait que les décors de théâtre soient partie déjà des spectacles. Et c'est ce qu'il a réussi avec l'Opéra de Paris. Le plafond est inauguré le 23 septembre 1964. Chagall a 77 ans. Et son rêve d'art total atteint une échelle inédite. Son œuvre décore l'opéra, mais aussi la scène et les danseurs. Le soir même, on présente un ballet dont il a créé les costumes et les rideaux 6 ans auparavant. C'est Daphnis et Chloé de Ravel. Il n'est pas question, bien sûr, que je vous présente Marc Chagall. Vous savez tous que c'est l'un de nos plus grands peintres contemporains. Si vous êtes à Paris, Marc Chagall, c'est que vous avez voulu prendre la peau de Daphnis pour quelque temps. Oui, j'adore, comme tout le monde, la musique de Ravel. Je ne pouvais pas refuser. Alors j'ai accepté la proposition de Hirsch, le directeur de l'opéra, de faire ce ballet. J'adore, je répète encore, Ravel. On ne peut pas refuser. Les costumes de Chagall sont aujourd'hui conservés aux entrepôts Berthier de l'Opéra de Paris. Ambre Gauthier vient choisir ce qu'elle présentera lors de son exposition sur Chagall et la musique. Donc ce berger, pareil, qui était intéressant aussi. On a le costume original porté par Claude Bessy à la création donc en 1959. Comme pour ses autres costumes, Chagall travaille main dans la main avec le chorégraphe. Donc, l'académique et la petite tunique en mousseline avec les fleurs, violettes, blanches. Georges Skibine reprend la chorégraphie et décide donc de refaire des costumes pour les rôles de solistes beaucoup plus aériens pour que les danseurs ne soient pas gênés dans la chorégraphie. Donc ça, c'était vraiment le souhait de Skibine à Chagall. Chagall renoue avec le travail pour la scène, 15 ans environ après l'Oiseau de feu. J'imagine que c'est avec une grande joie qu'il accepte de se replonger dans un univers de création de maquettes, de costumes, et toujours d'univers. Parce qu'en fait, avec Marc Chagall, c'est toujours ça dont il est question. C'est de la création d'un univers, quelle que soit la technique. Et pour Daphnis et Chloé, Marc Chagall s'inspire naturellement de la Grèce, où il a voyagé. Drapés à l'antique ou couleurs de la Méditerranée ornent les costumes. Ce qui est très intéressant avec le voyage en Grèce, donc, qui a lieu en 1952, que durant ce voyage en Grèce, il découvre à la fois l'architecture grecque, le Parthénon, et qu'en même temps, il découvre la végétation, la lumière et la Méditerranée, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va avoir réellement un univers autour de l'influence grecque, donc qu'il va petit à petit insuffler à toutes ses créations autour de Daphnis et Chloé, et dans toutes les autres techniques qu'il va explorer. Alors voilà donc le dieu Pan, avec son pantalon en peau de mouton, en peau de chèvre. Voilà, qui descend. C'est un des costumes les plus spectaculaires. Comme tous les autres, il était encore régulièrement porté sur scène jusqu'en 2004. Il porte cet académique. On se rend bien compte que c'est le costume original, il est tellement usé. On voit encore les touches de couleur, l'application, on sent la matière d'ailleurs, encore la peinture sur l'académique. Tout à fait, super. Voilà, ça c'est donc la cape qui termine le costume. Donc les épaules avec donc les deux antennes là de feuillage. Pour Christine Vargas, l'empreinte de Chagall est bien reconnaissable.
Ils ont tous quelque chose de très émouvant, quoi. C'est vrai qu'on prend la bergère, le chef brigand, le dieu Pan, les solistes, Daphnis et Chloé. Ils ont tous quelque chose de... Voilà, on s'arrête sur ce costume, on le regarde et on est très, très touché, quoi. Comme pour ses autres productions, Chagall crée également les décors. Sa vision de la Grèce antique prend vie sur la scène de l'Opéra de Paris, dans sa palette de couleurs vibrantes. C'est un ballet qui m'a beaucoup touchée. D'abord, j'adore cette musique. La musique de Ravel, je trouve ça absolument magnifique. Brigitte Lefebvre était à l'époque petit rat de l'opéra. Claude Bessy, elle aimait beaucoup ce ballet. Elle était d'ailleurs sublimement belle. Elle avait ses grands cheveux blonds comme ça. Il y a une photo, on la voit implorante. Chagall, ça me paraissait presque normal qu'un grand peintre comme ça puisse réaliser ces toiles magnifiques et également faire les décors. En fait, ça compte, hein. La musique, la beauté de la scénographie, les costumes. Je me souviens à la fin, il y a ce qu'on appelle l'hymne au soleil, et là on était tous dans la coulisse, on se tenait, c'est une farandole, et on entendait la musique qui fait tin, tin, tin. Là on était là, il fallait compter en coulisses pour être bien en mesure, et ça se termine comme ça, on est vers le soleil, vers la toile de Chagall. On voit le soleil, on termine comme ça dans l'incantation. Nous sommes à New York. Comme tous les soirs, le Metropolitan Opera accueille son public. La première chose que les visiteurs découvrent, ce sont 2 toiles monumentales de Marc Chagall. Le peintre les a réalisées à l'achèvement du bâtiment en 1966. L'idée, c'était d'en faire un art public. Il voulait partager la joie de la musique, la célébration de l'art, de la musique. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a ces 2 panneaux. La source de la musique, le triomphe de la musique. C'est comme une introduction au spectacle, à la musique qu'on allait pouvoir trouver à l'intérieur. Après le retentissement international du plafond de l'Opéra de Paris, New York veut aussi une œuvre monumentale de celui qui est devenu pour tous le peintre de la musique. À 79 ans, c'est une nouvelle occasion pour Chagall de déclarer son amour au monde de la scène. Je désirais m'entourer de couleurs et de musique de ces personnages dont le visage garde le sourire. Sur eux se trouvent ces figures héroïques de la musique. Les chanteurs, les danseurs. Les toiles sont dévoilées devant le Tout New York le 9 septembre 1966. Près de 50 ans plus tard, la petite fille de Marc Chagall revient admirer l'œuvre de son grand-père. D'un côté, en jaune, les sources de la musique. De l'autre, en rouge, le triomphe de la musique. J'adore les couleurs qui en sortent. La luminosité du jaune, c'est superbe, c'est extraordinaire. J'adore cette vue de New York. On voit le Chrysler Building et l'Empire State Building et tous ces autres monuments qui sont tellement, tellement New York. De même qu'il a représenté Paris dans le plafond de l'opéra, Chagall célèbre ici la ville qui l'a accueilli pendant la guerre. Il montre les gratte-ciel de New York, ses ponts, ses cathédrales, comme Saint-Pierre. New
York, pour lui, était une ville étonnante. Il était fasciné. Il disait, mais New York, c'est Babylone, c'est fou. Et donc il savait que c'était pour New York, pour l'opéra de New York. Dans les sources de la musique, Chagall multiplie les références à la Bible, avec le Jardin d'Éden, et surtout la figure centrale de David, le roi de l'Antiquité, musicien et poète. En bas, un ange immense qu'il appelait l'ange Mozart. Quand on venait le voir, on allait directement à l'atelier, on l'embrassait, il était tout content, et ensuite il se mettait à peindre. Il avait toujours de la musique, très souvent Mozart. Et parfois il arrêtait. Ah, ce Mozart, c'était extraordinaire. À l'opposé, le triomphe de la musique. Dans le triomphe, en fait, ça devient un ensemble céleste avec cet ange qui annonce la musique et qui ensuite est entouré de tout un ensemble de vrais musiciens. Il pensait vraiment à toutes les différents rythmes qui existaient. Chagall illustre les différents rythmes de la musique folklorique, des mandolines et violons, du jazz, des contrebasses et saxophones, et de la musique classique, des ballets. Il avait des amis musiciens, Isaac Stern par exemple, ou Rostropovich, et il avait un tel respect pour eux, une telle admiration. Il a vraiment essayé de peindre la musique, peindre cette tonalité divine de la musique, comme il la comprenait. Au moment où il peint ses œuvres, Chagall réalise également les costumes et décors pour la flûte enchantée du divin Mozart. Résultat, les mêmes motifs se retrouvent sur les toiles du Lincoln Center que sur les décors. Comme le Jardin d'Éden par exemple, également dessiné sur l'affiche du spectacle. Un hommage monumental de Chagall à son compositeur favori. C'est grâce à Paris et grâce à la France que je suis au service de Mozart en ce moment. C'est agréable d'être au service de Mozart. Ah, il faut vous dire. Je fais la Bible et je fais Mozart. C'est quelque chose qui se ressemble, on peut dire. Grâce à Chagall, la flûte enchantée se jouera à bureau fermé pendant plusieurs mois au Lincoln Center de New York et que Mozart y gagnera peut-être de nouveaux adeptes, ce qui prouve finalement que réunir Chagall et Mozart n'était peut-être pas une si mauvaise idée. À Nice, Chagall fait un dernier grand hommage à la musique. À partir de 1970, un musée est construit sur les hauteurs de la ville à la demande d'André Malraux. Il doit abriter les œuvres inspirées de la Bible, le message biblique. Mais le peintre insiste pour qu'une partie du lieu soit consacrée à une salle de concert. Ce musée ouvre demain et on pourra y voir les 17 grandes toiles sur les thèmes de la Genèse, de l'Exode et du Cantique des Cantiques, qui constituent donc ce message biblique. Ce musée comporte également, c'est un fait je crois très intéressant dans les musées nationaux à l'heure actuelle, une salle de concert dont les vitraux ont été réalisés par Charles Marc dans son atelier de Reims sur les cartons de Marc Chagall. Chagall a voulu évidemment prolonger en quelque sorte cette jouissance personnelle qu'il prenait de la musique lorsqu'il travaillait dans une générosité, je pense qu'on peut employer ce mot, à l'égard du public parce que pour lui, il n'y a pas de frontière entre peinture, musique, poésie, littérature. L'idée que l'art
est un concept global, si vous voulez, qui prend différentes formes d'expression, est tout à fait dans l'esprit de Chagall depuis très longtemps. Chagall célèbre la musique en invitant les plus grands interprètes. Ils viennent ici au nom de leur amitié pour le peintre. Je ne peux pas oublier les retrouvailles extraordinaires de Rostropovitch avec Chagall lorsque Rostropovitch a pris à son tour le chemin de l'exil et a décidé donc de s'installer en France. Le premier concert que Rostropovitch a donné à cette époque s'est passé ici avec les suites numéro 2 et numéro 3 de Bach pour violoncelle seul. Chagall était dans la salle, c'était, je dois dire, un moment extraordinairement émouvant. Lors de ces concerts, le musée ouvre alors ses portes aussi bien aux amateurs d'art qu'aux mélomanes. Au programme, les compositeurs favoris du peintre. Nous avions la chance que cet artiste ait des goûts extrêmement vastes. Cela pouvait aller, donc je l'ai dit, de la musique de Bach, mais aussi et beaucoup de celle de Mozart. La musique pour piano, qu'elle soit russe ou française. Nous avons été jusqu'à Olivier Messiaen et Karl-Heinz Stockhausen. Stockhausen, bonjour mon cher. Merci pour l'invitation. Vous allez faire de bonnes choses, de merveilleuses choses. Oui. Je suis content que vous allez faire un chef-d'œuvre. Oui, oui. Un chef-d'œuvre biblique, ça vous amuse, ce sujet comme ça un peu? Et comment? Oui, oui, bien sûr. On n'a jamais touché Hier ça. soir, si, bien sûr. Les mêmes. J'ai juste fini le Zodiac. J'ai travaillé 1 an sur le Zodiac et je vois votre mosaïque et je vois exactement le même thème visuel. Maintenant, je vois les 2 chanteurs sont arrivés. Nous répétons les chants dans le ciel, je me promène. Allez travailler. Mesures avant 51. Et on ira peut-être jusqu'au bout pour faire la fin. Chagall conçoit cette salle de concert comme un lieu de culte à la musique. Il la décore de vitraux, comme il l'a fait dans les synagogues ou les cathédrales. Voilà que s'offre à lui l'occasion de placer des vitraux dans un espace, cette fois-ci profane, une salle de concert, mais dans le contexte du message biblique. Et il choisit de traiter le thème magnifique de la création du monde. Ce choix, si vous voulez, est dicté par la musique. Pourquoi? Parce que la création du monde, c'est la métaphore de la création de l'œuvre d'art par l'artiste. Aujourd'hui encore, cette salle célèbre le message de Chagall grâce à de nombreux concerts. Son œuvre, tellement inspirée par la musique, influence toujours les interprètes. Quand on interprète, non seulement on est baigné par la pièce musicale que l'on est en train de jouer, mais également les images donc, qui ont certainement, très certainement donc, une influence sur notre manière d'interpréter les choses. Je pense qu'on se libère de la partition, on se libère du style peut-être, et on essaie d'être en contact, d'être en dialogue avec Marc Chagall, qui est toujours présent dans cet auditorium. Toujours il est là, et on a toujours ce regard d'enfant, ce regard joyeux et lumineux. À l'intérieur du musée, les toiles du message biblique, peintes entre 1956 et 1966. De toutes les figures de l'Ancien Testament, c'est celle du roi David qui fascine le plus Chagall. Comme par hasard, elle est toujours accompagnée d'un instrument de musique. C'est une figure très importante qui est à la fois une figure de poète, bien sûr. Il a ses attributs,
la cithare, qui est une forme de lyre ou de harpe, qui est l'attribut du poète depuis l'Antiquité. Et ce caractère universel de la musique, en fait, permet de parler à l'humanité tout entière. Et je crois que c'est ça qui touche Chagall chez David. Quand on voit cette récurrence de la figure de David dans l'œuvre de Chagall, on peut se demander si, au même titre que d'autres personnages, comme le violoniste ou le peintre qui est présent dans ces tableaux, il n'y a pas une forme d'identification à cet homme à la fois saint et impur, cet homme qui fait le lien entre le monde terrestre et les dieux, et qui est musicien. À Nice, une œuvre incontournable permet de comprendre le sens que Chagall donne à la représentation de la musique. C'est Marie-Danse, peinte en 1931. On est ébloui par ses couleurs, par la fraîcheur de ses bleus, avec ses silhouettes blanches qui se détachent. On est ébloui par le trait sinueux, et en particulier ses traits sur sa robe, qui évoquent l'ondulation de la danse, la joie qui s'exprime dans tout le corps. Mais elle a ses tambourins en main. Et si on regarde ce tableau en essayant d'imaginer ce son, tout d'un coup, Chagall nous projette dans un monde qui n'est pas seulement un monde visuel, qui est un monde de l'imagination, qui est un monde du son, de la musique, de la danse. Et pour moi, c'est l'une des magies de la présence de la musique dans l'œuvre de Chagall. C'est qu'à travers tous ces musiciens, finalement, il excite notre imagination, il excite un autre sens, qui est le sens de l'oreille et du souvenir. Et ces tableaux deviennent des symphonies. Nous sommes à l'Université de droit de Nice. En 1968, Chagall accepte une commande exceptionnelle, réaliser une mosaïque monumentale, pas moins de 30 mètres carrés à couvrir. Il choisit pour thème le message d'Ulysse. 3 fois par semaine, le matin, il venait passer 2-3 heures avec les mosaïstes, faisant faire et défaire. Il y avait quand même 40 caisses de mosaïques, et la mosaïque en comporte 200 000. Donc pour vous dire qu'on marchait, si on peut dire, sur les mosaïques, qu'il cherchait, qu'il voyait et qu'il cassait souvent, de façon à ce que ça s'intègre parfaitement. Des fois, à une tonalité infime, ça changeait, notamment dans les vers. Colette Bonavia était à l'époque assistante de recherche dans cette université. Elle se souvient précisément de la manière dont le maître invoquait ses compositeurs préférés pour inspirer les mosaïstes. Je vais retenir particulièrement l'épisode de Nausicaa, qui pour Chagall était très important dans la mesure où ça représentait la fraîcheur, la virginité, la pureté. Et pour ce faire, il disait aux mosaïstes: il faut que vous me fassiez fondre le dessin, il faut faire du Debussy, faites-moi du Debussy. Là, la musique revenait directement dans sa pensée, dans sa façon de vouloir traduire sa pensée. Je pense que c'était la légèreté un petit peu de la musique de Debussy, qui laisse l'eau qui coule. Voilà, il fallait que ça coule, que ça fonde un petit peu comme on entend dans la musique de Debussy d'ailleurs. Si Chagall invoque aussi souvent ses inspirations musicales, c'est qu'elles ont véritablement marqué son œuvre, comme le souligne le pianiste Michael Rudi. Pratiquement chaque fois que quelque chose est changé dans la vie de Chagall, pour moi, il y a une influence musicale. Par exemple, si on regarde n'importe quel tableau de période de Vitebsk, avec ses personnalités juives, des rabbins, les amoureux, et après, on les compare avec les décors pour le théâtre juif, où il y a les mêmes personnages juifs, c'est tout à fait une autre musique qui est dans mes oreilles. C'est plutôt la musique qui est liée au mouvement d'avant-garde d'époque. Imaginons par exemple, je ne sais pas, l'amour des 3 oranges de Prokofiev. Et donc j'attends cette musique, mais j'attends que ça. Quand il a fait ce musée, Message biblique de Marc Chagall, je ne peux pas m'empêcher
peut voir dans ses vitraux les reflets des musiques, notamment la musique pour orgue d'Olivier Messiaen. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui lisent de grands artistes. Chagall plaçait la musique au-dessus de tous les arts. Toute sa vie, Chagall voulait que la peinture exprime le même choc que la musique, qui est l'art immatériel, qu'on ressent la même sensation que quand on écoute les œuvres de Mozart ou Schubert ou Bach. Chagall a écrit toute sa vie des poèmes. Et jusque dans cette forme d'art, il rend hommage à ses idoles. Chagall a publié à la fin de sa vie un recueil de poèmes en 1975, mais qui reprend quasiment 40 ans d'écriture. Et dans ces poèmes, il évoque la musique à de nombreuses reprises. En les lisant, on comprend quelle fonction a la musique pour lui. D'en bas monte vers moi le fleuve de Bach et de Mozart. J'entends leur souffle qui sonne. Moi-même, je deviens un son. Le monde sonne de toute éternité. Des fleurs nouvelles poussent près de moi et leur odeur me tire du sommeil.